Mes chers amis, j'ai doublement ou triplement chaud au cœur dans cette soirée avec vous à Strasbourg. Mais je veux que mes premiers mots soient pour les centaines de personnes d'entre vous, et notamment beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu entrer à l'intérieur de cette salle, qui ont dû rester devant les écrans, dans le hall, et à qui je voudrais que nous adressions un signe d'amitié en les applaudissant. Et j'irai les voir, je le promets, à la fin. Vous resterez quelques minutes à votre place et j'irai les rencontrer pour leur demander de nous excuser de cette difficulté à organiser une salle trop petite pour le public, pour les citoyens qui nous ont rejoints. J'ai chaud au cœur parce que, comme Bernard Stössel l'a expliqué, et Jan Wirling aussi, et Nathalie Griesbeck aussi, nous avons ce soir un sentiment de famille qui se retrouve et qui se rassemble après des péripéties. Mais c'est normal, les péripéties, quand on est une famille politique qui croit profondément, qui a des convictions profondes et qui traverse les tempêtes politiques sans rien céder. Alors je suis très heureux, je veux les saluer tous, en commençant par celui qui a été d'une fidélité qui ne s'est jamais démentie au travers du temps, Henri Goetschi, qui a été pendant de longues années sénateur du Haut-Rhin. Je salue Germain Jean-Janvin, je salue Bernard Stössel, député, président du comité de soutien, bientôt député sans doute. Je salue Jean-Jacques Weber, je salue évidemment Roland Brendley, conseiller général, je salue Alice Morel, conseiller général, je salue Jean-Daniel Zetter, conseiller général, je salue Pascal Jourdan-Pfeiffer, conseiller général, je salue les maires, je vais en citer quelques-uns, qu'ils me pardonnent si tous ne sont pas sur la liste. Je salue Daniel Meyer, je salue Michel Lorenz, je salue Jean-Charles Lambert, je salue Agnès Henriques, je salue Odile Ulrich-Mallet, je salue Freddy Zimmermann, je salue Vincent Debesse, je salue Denis Reiner, je salue Laurent Burkel, mon ami conseiller régional, et je veux saluer ceux qui font partie de notre équipe nationale, Jan Wirling, dont vous avez vu à quel point il maîtrise l'alsacien. Permettez-moi un mot particulier pour ceux qui conduisent la campagne à côté de moi. Je salue Marielle de Sarnez, députée européenne, qui vient si souvent à Strasbourg. Je salue Nathalie Griesbeck. Je salue mon ami Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques. Je salue Denis Badré, originaire d'Alsace. Et je salue Marc Fesneau, notre secrétaire général, qui est là. Chaud au cœur, mes chers amis, parce que nous sommes à Strasbourg et que je suis venu à Strasbourg vous parler de l'Europe et de la France. Et pour moi, ces trois noms, Strasbourg, Europe, France, sont étroitement mêlés. Il se trouve que la vie a fait que j'ai travaillé à Strasbourg dans ma jeunesse, au Parlement européen, appelé par un homme pour qui j'ai, et j'emploie le présent, j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'affection, qui était maire de Strasbourg et qui s'appelait Pierre Pflimlin. Grand homme d'État, grand maire de Strasbourg et grand Européen. Et Pierre Pflimlin était de cette génération, les Robert Schuman, les Jean Monnet, et on peut la prolonger par d'autres noms, plus jeunes, les Jacques Delors, les François Mitterrand, les Valéry Giscard d'Estaing. Cette génération qui a beaucoup donné d'elle-même à l'Europe et qui nous a donné l'Europe. Et j'évoque cette génération aujourd'hui que l'Europe est désenchantée, que le sentiment européen est devenu comme honteux,
que personne ne parle de l'Europe dans cette campagne présidentielle. On a l'impression que personne n'aime plus l'idée européenne, que l'Europe est absente, que l'Europe est honteuse, que l'Europe est cachée. Eh bien, nous, je veux le dire face à tous les Français qui nous regardent, et face au monde s'il nous regarde, nous, dans cette salle, dans ce grand courant d'opinion, dans ce peuple français qui est en train de se former pour son redressement, nous, l'Europe, nous l'aimons. Et nous aimons l'Europe parce que nous aimons la France. Et nous aimons l'Europe du même amour que nous aimons la France. Parce que c'est la même chose et le même destin. L'Europe est la clé du destin de la France, comme la France est la clé du destin de l'Europe. Si l'Europe est faible, si l'Europe est vide, alors l'avenir de la France sera affaibli. Et si la France, comme depuis des années, est faible, ne peut pas se faire entendre, n'arrive pas à penser clair, alors c'est l'Europe tout entière qui perd la grande voie qui lui permettait de penser son avenir. L'Europe n'aurait pas existé sans les hommes d'État français que j'ai cités. Et la France n'a pas d'avenir si l'Europe, peu à peu, s'efface de la scène du monde. Et je veux vous dire ceci, à l'égard des pères de l'Europe, la vraie fidélité, les pères de l'Europe qui ont si souvent arpenté les rues de Strasbourg, à l'égard des pères de l'Europe français et allemands, à l'égard des pères de l'Europe, la vraie fidélité, elle n'est pas dans les hommages qu'on leur rend. La vraie fidélité, elle n'est pas dans le culte et dans les évocations. La vraie fidélité au fondateur, elle est dans la refondation. La vraie fidélité, elle est dans l'action et dans la pensée, dans les manches qu'on retrousse pour reprendre le chantier. Et si nous sommes là, c'est parce que c'est à cette refondation de l'Europe que nous donnons rendez-vous au cours de l'élection présidentielle française de 2012. Alors il y a bien des questions qui méritent réponse, des questions que sans cesse on entend reposer, sans savoir leur donner les réponses simples qu'elles méritent. Alors je voudrais répondre à la première question, c'est l'Europe et la France. Et tous ceux qui disent « mais est-ce que, au fond, en étant européen, vous n'acceptez pas que la France s'efface ?» Eh bien, je leur dis, c'est exactement le contraire. Et je le dis devant vous, à Strasbourg, en Alsace, terre de France, qui en un siècle a été par deux fois perdue. Terre de France, que la guerre a par deux fois déchirée, où elle a brisé tant de vies et tant de sensibilités, créé tant de cicatrices qui durent encore, même si personne n'en parle. Devant vous et en Alsace, terre d'amour de la France, je veux dire ceci, l'Europe, ça n'est pas la fin de la France, c'est le contraire, c'est la condition de l'avenir de la France, parce que sans Europe vivante, forte et en bonne santé, la France serait vouée à l'affaiblissement et vouée au déclin. L'Europe, c'est l'avenir, la santé et la vie de la France. L'Europe, c'est la construction naturelle, familiale, amicale, qui permet à la France de se rêver et de se vouloir un avenir à la hauteur de son histoire. Oh, bien sûr, ne vous trompez pas. L'Europe ne fera pas l'avenir de la France à la place des Français. Si nous, Français, nous ne prenons pas la décision de nous redresser, de notre propre force, de notre propre volonté, si nous n'avons pas la détermination, l'invention qu'il faut, l'obstination,
pour corriger nos faiblesses. L'Europe ne le fera pas à notre place. Mais si, comme je le propose et comme je le veux, comme je crois que les Français le voudront, si nous décidons de nous occuper de nous-mêmes, si nous recouvrons la voix forte qui est notre attente et notre vocation, alors l'Europe nous sera d'une aide puissante. La fierté de la France, cette histoire illustre, cette promesse qu'il y a dans notre devise, liberté, égalité, fraternité, cette promesse de la France, nous l'assumons plus et mieux que tous ceux qui ont ces mots à la bouche et qui, dans la réalité, la laissent tomber. Mais nous savons qu'il y a un pacte entre la grandeur et la fierté et la santé de la France, et la force et la fierté et la santé de l'Europe. Nous savons, je le dis en Alsace, nous savons que la nation chez nous, c'est plus fort que dans bien d'autres peuples. La nation, c'est le peuple des citoyens au sein duquel se forme sa volonté et se prennent ses délibérations. Quand on réfléchit ensemble à notre avenir, aux orientations que nous allons devoir prendre, on y réfléchit, vous le savez bien, au sein du même peuple. Et c'est au sein du même peuple que nous acceptons quelque chose qui n'est pas évident, c'est d'être minoritaire, et quand on est minoritaire, de ne pas discuter le choix de la majorité. C'est parce que nous formons une nation, une famille, que nous acceptons la décision qui se prend au sein de cette famille. Nous savons ce que c'est que le peuple français, la nation, la patrie. Il n'est aucun de ces mots que j'écarte. Le destin que nous partageons, ceux avec qui l'on sait que l'on va partager les coups durs et les beaux jours, la solidarité d'un peuple, le lieu de son école, le lieu du projet. Nous savons que c'est chez nous qu'on va mesurer le chômage et un jour, j'espère, la progression de l'emploi, que c'est le lieu des solidarités, celui où l'on accepte de donner pour les autres, notamment par l'impôt, pour les services publics, pour la Sécu, pour les retraites. Cette solidarité-là, cette certitude d'appartenir à la même famille, c'est la France. Et nous savons en même temps très bien qu'aussi soudé que soit notre peuple, il ne peut pas, face au vaste monde, se retrouver seul, se faire entendre seul. Les pays européens qui joueraient de nouveau avec l'idée du chacun pour soi, ces pays se condamneraient à l'insignifiance. Or, la France, moins que tout autre, ne peut supporter l'idée de l'impuissance et de l'insignifiance. D'abord parce que quand on a le niveau de vie qui est le nôtre, les règles sociales qui sont les nôtres, face au dumping dont nous menacent les géants de la planète, face aux tentatives de prise de contrôle, aux tentatives de prise d'influence de ce qu'on appelait autrefois aux impérialismes, même discrets, seuls nous ne résisterions pas. Notre pacte social disparaîtrait et notre projet républicain en même temps, si nous ne défendions pas nos intérêts par l'intermédiaire et au sein du grand ensemble européen. Nous avons besoin que nos intérêts soient défendus dans et par un ensemble plus lourd qui relaiera notre voix et relaiera nos attentes. Et nous le faisons aussi, nous le savons aussi, parce qu'il est dans la tradition historique de notre pays, dans sa vision historique et dans sa vocation historique, de jouer un rôle éminent sur la scène du monde. Et l'Europe est le seul point d'appui solide pour conduire une vraie politique étrangère, nationale articulée avec d'autres politiques étrangères, construire une vraie politique étrangère européenne et faire avancer nos valeurs. Je voudrais que vous imaginiez avec moi ce que nous pourrions faire, ce que nous pourrons faire,
Si nous, nations d'Europe, nous acceptons de vouloir ensemble et de travailler ensemble, de fixer ensemble nos orientations, de coordonner nos efforts, nous Français par exemple, avec nos alliés et voisins britanniques, deux très grandes, la France et la Grande-Bretagne, deux très grandes traditions diplomatiques, 2 sièges au Conseil de sécurité sur 5, et nos voisins allemands, nos voisins fraternels allemands, et nos voisins fraternels espagnols, et nos voisins fraternels italiens, et je pourrais ainsi poursuivre cette énumération. Considérez, représentez-vous quelle part du monde ces traditions culturelles, ces traditions diplomatiques couvrent. Tout le continent américain, le Canada francophone et anglophone, les États-Unis, l'Amérique latine. C'est pourquoi l'Espagne a naturellement une très grande importance dans cet ensemble. L'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, nos liens avec le Sud-Est asiatique, nos liens privilégiés avec le Moyen-Orient, notre présence à nous, Français, par nos territoires d'outre-mer, sur les 3 océans de la planète. Si tout cela, toutes ces traditions, toute cette force, toute cette expérience, ces siècles de contact avec des peuples qui ont été si intimement mêlés à notre histoire, si tout cela était mutualisé, si ces nations acceptaient de partager tout cela et de bâtir ensemble une influence commune sur ce monde qui leur échappe. Là, enfin, pour de vrai, comme disent les enfants, nous aurions une vraie politique étrangère européenne, une politique habitée, pas une politique désincarnée, une politique de peuple et d'expérience diplomatique, pas une politique de bureau. Et entendez bien que dans ce que je dis là, je ne demande pas qu'on renonce chacun à nos traditions, chacun à nos différences. On a bien le droit d'en avoir. On ne va pas effacer la tradition de chaque pays. Mais quand nous sommes d'accord, et il m'apparaît, si j'écoute les discours, que nous sommes d'accord sur beaucoup de points. Nous sommes d'accord sur le Moyen-Orient. Nous sommes d'accord sur la menace iranienne. Nous sommes d'accord sur le drame syrien. Eh bien, tous ces pays et toutes ces nations doivent accepter, si elles ont des nuances et des différences, d'en parler. Mais quand nous sommes d'accord, au lieu de jouer le chacun pour soi, chacun dans son coin, et quelquefois de laisser traîner des pots de banane sous les pieds du voisin, c'est une grande tradition diplomatique, que les diplomaties des uns fassent des croche-pieds aux diplomaties des autres, avec une allégresse et un enthousiasme qu'on ne retrouve en vérité le plus souvent que dans les cours de récréation. Accordons-nous et agissons ensemble, et en plus, je note au passage, nous ferions des économies. Et songez à ce que cet ensemble européen pèserait s'il agissait de concert sur les grands sites où se nouent aujourd'hui les drames de la planète. Quand il s'agit de paix et de guerre, quand il s'agit de la protection des populations civiles, qui sont les victimes, je pense à la Syrie, des assassins qui veulent les mater et les soumettre, il est des domaines où nous ne pèserons que si nous sommes ensemble. Et c'est vrai quand il s'agit de nos intérêts, c'est vrai pour le commerce international, c'est vrai pour la résistance aux pressions abusives, c'est vrai pour les paradis fiscaux et la lutte contre les paradis fiscaux. Tout cela, nous ne pourrons le faire qu'ensemble. D'autant plus que, et c'est le deuxième point que je voulais aborder devant vous, d'autant plus que nous sommes entrés, il y a plus de 10 ans maintenant, dans un autre univers. Oh, peut-être beaucoup ne s'en sont-ils pas aperçus au moment même où les décisions se prenaient. Mais, il y a plus de 10 ans, nous avons accepté de nous unifier pour porter une monnaie commune. L'Europe de l'euro, et je ferai dans ce discours une différence entre l'Europe de l'euro
et le reste de l'Union européenne. Non pas qu'il y ait d'un côté ceux qu'on porte au premier plan et les autres au deuxième plan. Nous sommes également membres de l'Union européenne. Mais les 17 pays qui forment l'Europe de l'euro, ils ont un devoir en commun à partir du moment où ils ont accepté d'avoir cette monnaie en commun. L'Europe de l'euro, elle doit être reconnue comme par nature une zone de solidarité. Et si elle cessait d'être cette zone de solidarité, elle exploserait. Par nature, l'Europe de l'euro, elle formera à l'avenir une Europe du premier cercle. Non pas que les autres soient indifférents à la monnaie des 17, d'autant que, il est juste de le rappeler, même si beaucoup de gens l'oublient, d'autant que nombre d'entre eux ont choisi, à terme, d'entrer dans cette monnaie commune. Et que les autres, ceux qui n'ont pas choisi d'y entrer, ils savent bien que si l'euro est un succès, un jour ou l'autre, la question se posera pour eux aussi. Et si l'euro était un échec, eh bien les conséquences s'en feraient sentir chez eux aussi. Mais les 17, ceux qui ont pris cette décision d'avoir l'euro en partage, ils ont désormais un destin en commun, pour le meilleur, s'ils agissent avec solidarité et transparence, et pour le pire, autrement. Et ils ne peuvent remettre ce destin à la décision d'aucune instance extérieure. Les nations de l'euro savent et doivent savoir, et comment ont-elles mis si longtemps à le comprendre, que la décision des unes concerne aussi les autres, que la décision intérieure des unes concerne aussi les autres, qu'il n'est pas de chemin solitaire face aux grandes décisions économiques et financières, que désormais, tout ce qui est décidé chez les uns aura un écho chez les autres. Et il est de notre devoir à tous de comprendre que la maladie ou la fragilité de l'un d'entre eux serait aussi la maladie ou la fragilité des autres. Elles forment ces nations, ils forment ces pays, un ensemble homogène, dans lequel les 2/3 au moins des échanges se fait entre nous, entre nos pays, que les erreurs des uns se paient par les autres, que le dynamisme des uns peut entraîner les autres. Il nous faut donc une politique unifiée, en tout cas concertée, fondée sur une notion qui n'existe pas depuis des années et qui, si elle avait existé, nous aurait épargné les drames que nous vivons, fondée sur la transparence de la situation de chaque pays. Et mes chers amis, nous devons réfléchir profondément à ce qui est arrivé. Le drame de la Grèce, les difficultés rencontrées par le Portugal et l'Espagne et l'Italie, par l'Irlande, par la France, parce qu'il serait imprudent de séparer notre pays de ceux dont je viens de faire la liste. Ce drame et ces difficultés, elles ont été, nous le savons tous aujourd'hui, causées, provoquées par le mensonge d'État d'un certain nombre de gouvernants sur les décisions qu'ils prenaient et sur la réalité de leur situation nationale. Tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait, mais nous l'avons voulu. En 2005, il y a eu une série de décisions, d'orientations, de demandes et d'exigences qui ont réuni les dirigeants européens autour de l'idée que maintenant, puisqu'on avait une monnaie en commun, il fallait désormais qu'on sache les uns ce qui se passait chez les autres. Chacun demeurait libre de son propre destin, de ses propres décisions, mais il fallait au moins qu'on soit complètement informé. Et en 2005, je vous laisse à penser qui était président de la République et qui était ministre de l'économie et des finances.
Vous compterez sur vos doigts, je suis sûr que vous arriverez à une réponse. En 2005, on a proposé au sein des instances européennes qu'un organisme qui s'appelle Eurostat, l'organisme des statistiques européennes, ait le droit d'aller chercher les renseignements et de rendre publics les renseignements qu'il pouvait trouver sur la santé financière, économique de chaque pays. Et qui a dit non ? C'est la France et l'Allemagne qui ont dit non, parce que la France et l'Allemagne ne voulaient pas que quelqu'un aille se mêler de montrer ce qu'était la réalité de leur situation nationale. Et c'est à la même époque qu'on a renoncé aux disciplines qu'on avait fixées il y avait déjà plusieurs années, qui étaient ce qu'on appelle les disciplines de Maastricht, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de faire un déficit qui dépassait la barre des 3% du produit intérieur national annuel. Et qui a demandé qu'on ne respecte pas cette discipline-là? C'est la France et c'est l'Allemagne. Et en 2007, quand le nouveau président de la République française a été élu, quel a été son premier déplacement? Nicolas Sarkozy est allé à la réunion de l'Eurogroupe. Ça a fait à l'époque un bruit formidable, parce que d'habitude, la réunion de l'Eurogroupe, c'est les ministres de l'économie et des finances, et là, c'est un chef d'État nouvellement élu qui débarquait au milieu des ministres de l'économie et des finances. Pourquoi? Pour imposer que les pays ne soient plus désormais obligés de respecter la discipline qu'ils avaient signée. Eh bien, désormais, nous savons que ceci était une faute, que ces décisions de facilité, de confort, que ces décisions-là étaient nuisibles pour l'avenir de nos pays, qu'on croyait que ça allait nous faciliter la vie, et qu'en vérité, ça la compliquait, qu'en vérité, cela tendait un piège à la volonté nationale, à notre force, que ça allait nous mettre dans une situation d'impasse. C'est dans cette situation d'impasse que nous sommes aujourd'hui. Et je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'a été la difficulté de ceux qui, comme moi, ou autour de moi, disaient depuis cette date, attention, le déficit et la dette pour un pays comme le nôtre sont un piège mortel. Je considère que d'avoir vu juste, ça n'est naturellement pas la qualification suprême. Mais permettez-moi de le dire, d'avoir vu faux, ça ne devrait pas recommander les personnes qui ont commis cette faute au suffrage des citoyens. Donc, la première nécessité de ceux qui forment ensemble la zone euro, des 17 pays qui ont l'euro en partage, l'euro entre les mains, la première nécessité, c'est la transparence. Donc, il doit y avoir, et mon ami Jean Arthuis insiste sur ce sujet encore dans un rapport qu'il vient de rendre cette semaine au Premier ministre, qui s'excuse, Jean Arthuis, de ne pas être là aujourd'hui, cet après-midi. C'est parce qu'il rend le rapport cet après-midi qu'il n'est pas là. Et il dit deux choses. La première, c'est qu'il faut une forme de Cour des comptes européenne, une institution, Eurostat, ça s'appelle comme ça par un nom un peu abrégé, une institution qui ait le devoir et la charge de faire la lumière sur la réalité des 17 pays qui forment la zone euro, pour qu'au moins chacun sache ce que les décisions des autres vont entraîner comme chance ou comme risque pour lui-même. Donc nous demandons une instance européenne de transparence et de contrôle. Nous demandons dans le même temps que les parlements nationaux se saisissent de cette question cruciale pour eux, de ce qui se passe dans la zone euro, et qu'il y ait une délégation permanente des parlements nationaux
qui, en continu, tout au long du temps, aura pour mission, par exemple au sein des commissions des finances de nos assemblées, d'aller sans cesse se renseigner, rencontrer les responsables, étudier les décisions qui se préparent ou qui se prennent, pour que cette solidarité et cette transparence sans laquelle il n'y a pas de famille européenne deviennent une réalité auxquelles députés et sénateurs prendront leur part de responsabilité. Donc, des règles communes. La première est de transparence. La deuxième est d'équilibre. Il y a des années qu'avec beaucoup d'entre vous, mais par ailleurs assez seuls, nous avons plaidé pour ce qu'on appelle maintenant la règle d'or. Qu'est-ce que c'est la règle d'or? C'est l'affirmation de la solidarité nécessaire entre les générations. Jan Wirling, dans son introduction, en a dit un mot. Il a dit la dette financière, la dette écologique, on pourrait ajouter la dette démographique. Ces trois dettes-là nous font un devoir de alléger le poids qui va peser sur les épaules des générations qui viennent. Les jeunes si nombreux qui sont dans cette salle, ils auraient le droit de porter plainte auprès d'un procureur de la nation s'il existait, contre les générations irresponsables qui, en acceptant le laxisme, ont fait en sorte qu'ils vont devoir, eux, assumer des milliers de milliards de dettes du pays qui ont été abandonnées par ceux qui avaient la charge de les aider et de préparer leur destin. Et voyez-vous, la règle d'or, c'est une chose très simple, que si nous suivons le traité européen, dont j'espère qu'il va être mis en place avec sérieux, nous allons enfin pouvoir inscrire dans la Constitution de la République. C'est une chose très simple, une chose de bon sens, et que tout le monde comprendra. C'est ceci. Il n'est pas absurde d'emprunter pour partager avec les générations qui viennent la charge des équipements que nous allons construire pour elles. Si nous faisons un grand hôpital, si nous faisons une université, si nous bâtissons des laboratoires de recherche, si nous équipons notre pays, tous ces équipements vont être utilisés pendant, on l'espère, quelques décennies par les plus jeunes d'entre nous. Il n'est donc pas absurde d'emprunter pour un équipement qui va les enrichir et leur permettre de vivre mieux à l'avenir. Mais ce qui est absurde, ce qui est honteux, ce qui est immoral et ce qui est inacceptable, c'est que nous mettions à la charge des générations qui viennent notre train de vie de tous les jours. C'est que nous demandions aux générations qui viennent de payer les fonctionnaires de la France d'aujourd'hui, et encore plus honteux, que nous mettions à la charge des plus jeunes d'entre nous le remboursement des feuilles de sécu que nous sommes incapables de payer pour notre propre compte. Et alors, la règle d'or, c'est une chose très simple, qui s'énonce en une phrase. Le gouvernement a trouvé des formulations qui sont d'une complication byzantine. Et moi-même, qui suis le défenseur de cette idée depuis longtemps, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils ont écrit. Mais enfin, pour moi, c'est très simple. On peut emprunter pour équiper, mais on n'a pas le droit d'emprunter pour les frais généraux, habituels et ordinaires du pays. Ils doivent être payés par ceux qui en décident et qui sont les contribuables de la génération qui est actuellement en activité. Et c'est vrai pour la sécurité sociale,
Et c'est vrai pour les retraites, et c'est pourquoi il faudra conduire à son terme une vraie et définitivement équilibrée réforme des retraites, et c'est encore plus vrai pour le train de vie de l'État, et tout ça nous dit une chose très simple, mes chers amis, nous allons enfin en France devoir faire des économies élémentaires pour équilibrer notre budget, comme une famille en surendettement est amenée à s'en sortir en faisant des économies sans porter atteinte au destin qu'elle ne peut plus assumer. Moi, je suis persuadé qu'il y a de grandes analogies entre les familles en surendettement et un État en surendettement. Nous sommes ceux qui proposons aux Français de sortir une bonne fois pour toutes du surendettement. Alors nous avons besoin de la transparence, et il y a des règles pour la transparence, des institutions pour la surveiller, une implication des parlements et une règle que tout le monde acceptera pour éviter de déséquilibrer l'ensemble. Mais nous avons besoin de plus encore. Nous avons besoin de gouvernance. Nous avons besoin de prendre en main ensemble le destin de nos économies, d'une gouvernance efficace, concertée, déterminée pour la zone euro, si possible de l'Union européenne tout entière. Alors je veux dire quelques grands chapitres massifs de cette gouvernance économique. Et je veux défendre devant vous la politique agricole commune de l'Europe. Je veux que cette politique agricole, elle soit maintenue et défendue. Et pour ça, je tiens à rappeler que c'est par un choix politique pour garantir aux consommateurs européens une alimentation de qualité au prix le plus bas possible, et aussi pour défendre nos tissus agricoles nationaux, que la politique agricole commune a été bâtie. Et comme on a demandé aux agriculteurs de faire que les prix des produits agricoles soient le plus bas possible, il n'est aucune raison de présenter aujourd'hui cette politique comme une charge, parce que ça n'est pas d'aide qu'il s'agit. C'est des compensations qu'on doit aux agriculteurs qui produisent au-dessous, bien souvent, du prix de revient de leurs produits. Et donc, je ferai valoir que pour la France, qui a été la mère de la politique agricole commune, il y a 3 objectifs qui sont innégociables. Premier objectif, défense non seulement des productions, mais du tissu des producteurs, des exploitations familiales viables, dont nos sociétés ont besoin pour conserver leur équilibre et défendre la ruralité. L'objectif de la politique agricole commune, le premier, c'est de défendre les agriculteurs qui sont les producteurs et qui animent le tissu agricole de notre pays. Deuxième orientation, choisir une politique qui, à terme, permettra que les productions agricoles soient payées à leur juste prix, que les agriculteurs puissent en vivre sans avoir besoin d'intervention extérieure des pouvoirs publics et compte tenu de l'entretien de l'espace et du patrimoine naturel dont on leur confie la charge au bénéfice de toute la société. Nous voulons des prix agricoles et des revenus agricoles qui compensent l'effort d'entretien des paysages que les agriculteurs font pour nous tous. Deuxième orientation. Et troisième orientation, nous voulons que la nourriture soit toujours davantage un élément de la santé, par une agriculture respectueuse de l'environnement, par une agriculture raisonnée, par une agriculture chaque fois que nécessaire biologique, qui aura des circuits de commercialisation courts et qui sera en elle-même une défense de notre patrimoine naturel. Permettez-moi de dire que, disant cela, je n'oublie pas que j'ai la fierté d'avoir introduit dans le débat politique la défense du meilleur allié de l'humanité, celui dont Einstein disait que s'il disparaissait, l'espèce humaine ne durerait pas plus de quelques années. Je suis heureux et fier d'avoir introduit la défense des abeilles dans le débat politique national. Il y a des gens qui croient que la défense des abeilles est une petite chose.
Le drame est qu'il y a même des gens qui croient que la défense des abeilles est une petite chose et qui se collent l'étiquette écologiste. Eh bien, ces gens-là n'ont aucune idée de ce qu'est la nature et notamment, ils ne savent pas que près de 40% de l'alimentation de l'humanité vient du transport du pollen d'une plante à l'autre par les abeilles, qui seul permet que la vie des plantes puisse se perpétuer, et c'est le cas notamment pour tout ce qui concerne les fruits, les fleurs, les légumes, les oléagineux et les protéagineux, autrement dit, le fond de la nourriture de l'humanité à 7 milliards, encore davantage de l'humanité quand elle fera 9 milliards. J'ai dit politique agricole. Je veux aborder devant vous la politique énergétique. Et il faut savoir quel est le but de notre politique énergétique. Quelle est notre idée de tout ce qui se passe en matière d'environnement? Le but premier, si du moins les scientifiques ont raison quand ils nous parlent de réchauffement de la planète et du risque de réchauffement de la planète, si l'on considère qu'ils ont raison, alors le but premier doit être la diminution de la dépendance de nos sociétés au carbone fossile, au pétrole, au charbon et au gaz, qui sont, comme vous le savez, la source des rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Nous sommes là pour que cette baisse soit volontaire et raisonnée. Il serait absurde et fou de ne pas faire de cette maîtrise des gaz à effet de serre la priorité de notre action, notamment en matière d'habitat, d'isolation, d'efficacité énergétique, de transport, de véhicules électriques, d'amélioration des batteries, de moteurs à très basse consommation quand ils demeurent thermiques, de réseaux de transport en commun ou fluviaux. Nous avons besoin d'une politique énergétique européenne qui soit une politique de lutte contre le rejet de gaz à effet de serre, qui soit pensée en commun, voulue en commun, même si, comme chacun le sait, chaque État garde la maîtrise de ses grands choix. Mais je veux vous dire que nous avons besoin aussi de politique industrielle, et je veux vous le dire avec lucidité. Avec lucidité parce qu'il est arrivé que l'Europe se trompe, et se trompe gravement. C'est une mauvaise décision stratégique prise par un homme que pourtant j'estime, qui a privé le continent européen de l'entreprise majeure qu'elle méritait dans le monde de l'aluminium, à l'époque où Pechiney, une entreprise suisse qui s'appelle AluSuisse et Alcan, avait décidé de se fusionner. Ça aurait fait une très grande entreprise dont Suisses et Européens auraient eu la majorité des capitaux et dont l'enracinement eût donc été sur notre sol. On l'a interdit. Je considère que c'était une faute. Je pense que c'est une décision ou une absence de décision stratégique qui a fait que l'Europe a complètement abandonné à l'Asie du Sud-Est les écrans plats qui pourtant se retrouvent chacun d'entre eux sur vos iPhones, sur vos iPads, sur vos tablettes de toute nature, dans vos salons, sur les écrans de télévision et sur les ordinateurs. Quand vous pensez à l'enjeu industriel que représentent dans le monde d'aujourd'hui, dans chacune de vos familles, les écrans plats, les écrans tactiles, les écrans haute définition, et quand vous pensez que nous qui avions la maîtrise de ces technologies et de ces brevets, nous avons totalement déserté le terrain. C'était une absence de décision stratégique que nous payons au prix fort. Et je pourrais ainsi multiplier les exemples, qui signifient pour moi que par naïveté, nous avons oublié que le dogme de la concurrence avant tout n'était pas tout. Nous avons par naïveté oublié que nous, Européens, nous avions besoin d'indépendance, que le grand ensemble que nous formons, un des premiers au monde par la population, le premier au monde par la force de production, par la recherche, par le niveau de vie, le premier marché de la planète, la première industrie de la planète, nous avions besoin d'être moins dépendants de fournisseurs extérieurs et nous ne pouvions pas accepter que pour les ressources
essentielle de notre ensemble, nous n'en ayons plus aucune de ces ressources sur notre sol. L'Europe a besoin d'indépendance stratégique, elle a donc besoin de politique industrielle. Et comme je pense que l'Europe a besoin d'indépendance, permettez-moi de rappeler au passage qu'elle a besoin d'apprendre à régler elle-même ses propres affaires. Je veux vous dire que si j'avais été président de la République française, je n'aurais pas accepté que l'Europe aille chercher le FMI pour remettre de l'ordre dans un pays de l'ensemble européen. Je considère que la démarche qui a été suivie, celle d'une, entre guillemets, troïka, le nom lui-même, est évocateur d'un certain nombre de choses qui, me semble-t-il, ne devraient pas avoir bon écho au sein de l'ensemble européen. Je n'ai pas aimé cette méthode et je veux dire devant vous que je considère que la situation qui a été faite à la Grèce, en multipliant des pressions offensantes, que tout cela fait courir à ce pays et à notre ensemble européen un risque majeur. Je pense qu'il aurait été plus juste et plus équilibré de négocier et de proposer à la Grèce un plan de refinancement de long terme, assorti d'un calendrier de réformes acceptable, j'allais dire digérable par le peuple grec, sur une longue période, peut-être 30 ans. Plan de refinancement dans lequel la Banque centrale européenne aurait joué un rôle d'assureur en dernier ressort, clairement, ouvertement et non pas honteusement. Et vous comprendrez que dans cette phrase, j'exprime sur la situation de la Grèce et du peuple grec une inquiétude et une alarme. Je pense que l'Europe a choisi une stratégie risquée. J'espère que je me trompe, mais je ne suis pas sûr de me tromper. Il faut d'autres politiques, par exemple des politiques de recherche dans des grands programmes définis ensemble, biotechnologie, nanotechnologie, programmes dans le domaine des énergies renouvelables, de l'astrophysique fondamentale, dans le domaine des matériaux, des sources d'énergie nouvelles et renouvelables. Je veux vous dire, et notamment dire aux jeunes chercheurs, s'il y en a dans la salle, que je suis persuadé, aux futurs chercheurs, que sans argent supplémentaire, on peut soutenir de fortes politiques de recherche. Par exemple, en ménageant le temps de recherche des chercheurs. Parce qu'on est dans une situation aujourd'hui où, par la double obsession des autorités européennes et des autorités nationales, on en est arrivé à un point où la majorité, je ne plaisante pas, la majorité du temps des chercheurs est dévorée par l'innombrable paperasse destinée à l'évaluation, après à l'évaluation des évaluations et enfin à l'évaluation des évaluateurs. Et je propose qu'on libère au moins la moitié de ce temps dévoré, qu'on leur permette de passer du temps à leur recherche, et cela augmentera au moins de 25% le temps de chercheurs disponibles, cela les rendra plus prolifiques, cela les soulagera et ça n'aura pas coûté 1 centime d'euro. Mais tout cela que je viens de décrire, l'institution de la transparence financière, la gouvernance économique européenne, la décision et la volonté de porter des politiques nouvelles dans le domaine économique pour nos emplois, pour les emplois de nos enfants, pour la prospérité de l'Europe, tout cela exige quelque chose qui n'existe pas encore, c'est qu'il y ait de vrais gouvernants européens légitimes et décidés qui imposent aux administrations puissantes des règles qui les libèrent un peu de leur routine. Donc, je suis pour défendre l'Europe de la légitimité démocratique. Nous sommes des démocraties. Je vais essayer de vous expliquer ça. Nous sommes des démocraties. Nos règles communes sont démocratiques. Et il est une seule chose qui échappe au principe d'une démocratie de plein exercice,
et c'est la chose essentielle de notre avenir, c'est l'Europe. Si l'Europe et les nations de l'euro ont à assumer les politiques que j'ai indiquées, eh bien, il faut qu'elles retrouvent la légitimité démocratique de leurs institutions. Quand commence la légitimité démocratique? La légitimité démocratique, elle commence quand les dirigeants sont connus des citoyens, qu'ils sont démocratiquement désignés et qu'ils sont responsables personnellement devant les peuples ou les délégués de ces peuples. Alors je sais bien que dans l'histoire de l'Europe, il y a eu tout un temps où ça n'était pas cette légitimité démocratique qui était recherchée. Après la guerre, avec Jean Monnet, on a cherché des spécialistes et peut-être moins le contact direct avec le peuple. On sortait d'une guerre, on essayait de faire vivre ensemble les ennemis de la veille, et peut-être cette distance entre peuple et responsable était-elle nécessaire en son temps. Mais elle n'est plus acceptable aujourd'hui. Et cette absence de légitimité démocratique est le point de faiblesse de l'Europe que nous vivons en 2012. Comment voulez-vous que l'Europe soit soutenue par les peuples, qu'ils adhèrent à ces grandes orientations, si personne ne connaît ce qui décide, et j'affirme que personne ne connaît ce qui décide, ni où il décide, ni quand il décide, ni quelles sont les décisions qu'il prépare. Et si dans cette salle, pourtant éminente, pourtant brillante, pourtant engagée, pourtant composée de gens pour qui l'Europe est familière, puisque le Parlement européen siège dans cette ville, si dans cette salle, brillante, intelligente, alsacienne en un mot, si dans cette salle on ne connaît pas ceux qui décident, on ne sait pas où ils décident, on ne connaît pas les mécanismes de décision et on ignore ce qui se prépare, alors comment voulez-vous que le reste du peuple français et des autres peuples européens adhèrent aux décisions qui vont être celles qui vont organiser leur vie? Comment légitimer l'Europe quand aucun des dirigeants qu'on lui a désignés, au terme de tractations mystérieuses entre gouvernements, quand aucun de ces dirigeants n'est identifié par les citoyens, quand personne ne sait sur quel projet ils ont été choisis, ni n'a la moindre perspective sur les politiques qu'ils défendent ou préparent? Cet anonymat des dirigeants, cette dissimulation des dirigeants européens est la responsabilité directe des dirigeants des États et des gouvernants nationaux, dont la préoccupation principale est qu'ils continuent d'occuper, eux et eux seuls, la scène politique et médiatique. C'est pourquoi ils ont organisé un labyrinthe de responsabilités avec une multiplication de présidences, personne n'y comprend rien, des présidences en veux-tu en voilà, des commissariats divers et variés, des hauts représentants, dans lesquels pas un citoyen européen, même formé, même averti, même passionné, même alsacien, ne peut retrouver son chemin. Et moi, quand je pense à une institution, je pense toujours au cours d'éducation civique qui devrait expliquer cette institution aux élèves des écoles, des collèges et des lycées. Eh bien, il est impossible de conduire un cours d'éducation civique sur la manière dont l'Europe fonctionne et dont elle est organisée. Je considère donc qu'il y a une faute. Et cette faute, ce labyrinthe, ça a été compliqué du fait que, pour garder le premier rôle, les dirigeants nationaux ont choisi les dirigeants européens sur un seul critère, c'est qu'ils ne leur fassent pas d'ombre. Alors après, on s'étonne qu'ils soient transparents, mais mes chers amis, ils ont été choisis pour cela, même s'ils sont de bonne volonté. On les a choisis pour qu'ils ne fassent pas d'ombre
et on les a choisis pour qu'ils adoptent en toute situation l'attitude de la docilité maximale. Eh bien, je veux vous dire que ce n'est pas avec de la transparence, avec de l'effacement et avec de la docilité qu'on fait œuvre d'histoire. On fait œuvre d'histoire avec du caractère, quelquefois du mauvais caractère, avec des convictions, avec des propositions politiques, avec de la résistance, même de la résistance en face des puissants. Eh bien, ceci est la responsabilité, principalement et nommément, qu'ont assumé Nicolas Sarkozy et Angela Merkel dans la dernière période. Et cela tranche tellement sur le temps où quelqu'un comme Jacques Delors, avec des propositions politiques fortes, avec un discours adressé à tous les Européens, était à la tête des institutions européennes, et cela tranche même avec le temps où, plus près de nous, Romano Prodi défendait des positions qu'on pouvait discuter sans doute, mais qui avaient une ligne identifiable par tous les Européens. Eh bien, je vous le dis, l'anonymat et la docilité, l'effacement, ce n'est pas le moyen de faire avancer l'Europe, c'est la certitude de la faire reculer. Alors, la politique et les grands choix n'ont de portée aujourd'hui que s'ils se forment et se décident devant les peuples. Et donc, il faut une autorité incarnée, identifiée, avec une pensée propre au sommet des institutions européennes. Et je vous le dis à Strasbourg, cette autorité au sommet des institutions européennes, légitime, incarnée, identifiée, ça ne peut être qu'une autorité élue. Il faut qu'il y ait un président de l'Union et il faut que le président de l'Union soit un président élu, connu des citoyens, choisi sur un programme, une autorité qui incarne face aux intérêts nationaux l'intérêt supérieur de l'Union. Et il faut donc changer des choses très simples, et d'ailleurs, je vous le dis en confidence, des choses autorisées par le texte actuel d'organisation de l'Union européenne. Si on veut qu'il y ait un président de l'Union, il faut qu'il n'y en ait qu'un seul. Et donc, il faut que le président de l'Union soit en même temps le président du Conseil et le président de la Commission. Il faut qu'il devienne la référence unique de toutes les autorités légitimes de l'ensemble européen. Je dis qu'il faut qu'il soit élu de manière transparente, et comme je dis qu'il faut qu'il soit élu, alors le mieux, le plus simple, le plus fondateur, ce serait qu'il soit élu au suffrage universel des citoyens, par exemple, le même jour et en même temps que le Parlement européen. Et cela aurait l'avantage de faire naître, pour la première fois, le premier débat civique cela aurait l'avantage de faire naître pour la première fois le premier débat civique généralisé au sein des citoyens européens. Ce seraient eux qui le choisiraient sur leurs critères et notamment sur les propositions politiques qu'ils soutiendraient devant les peuples. J'ajoute qu'au passage, ça obligerait les dirigeants européens à être polyglottes, ce qui serait une grande chance et un grand avantage. Alors, si on était timoré, si on avait peur des citoyens, il y a au moins une solution de pis-aller. Ce serait que ce président soit désigné par un congrès des parlements, réunissant à parts égales les membres du Parlement européen et des délégations des parlements nationaux. Mais je le dis clairement, notre choix, notre préférence, notre engagement, c'est pour que le président de l'Union devenu unique soit désigné au suffrage universel des citoyens européens. Je voudrais m'arrêter une seconde, et ça sera le dernier point que j'aborderai, sur la méthode de construction de l'Europe.
Le choix qui a été fait, qui a été annoncé à grand son de trompe, en particulier par le président de la République française, ce choix, on dit que c'est le choix de l'intergouvernemental, c'est-à-dire que l'Europe avancerait par entente entre certains pays et 2 pays en particulier, ceux que animent ou dont on la charge aujourd'hui, et ils l'ont mis en scène avec beaucoup de soin et fréquemment, ceux dont on la charge Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Eh bien, ce choix d'une Europe qui serait uniquement décidée par accord entre États, ce choix est voué à l'échec. L'Europe, je le dis dans cette ville où l'accord intime, j'ai dit tout à l'heure fraternel, profond, entre Français et Allemands compte tant. L'Europe, elle peut s'influencer par un travail discret et sérieux qu'ont mené au travers du temps tous les dirigeants français et tous les dirigeants allemands. Mais les dirigeants de ces 2 pays ne peuvent pas prétendre à eux tout seuls faire obéir au sifflet les peuples et les États qui ont autant, au sein de l'ensemble européen, qui ont autant de légitimité qu'eux-mêmes. Ce sont des mauvaises habitudes. On a le plus urgent besoin d'une relation franco-allemande, mais il faut que cette relation franco-allemande soit équilibrée. On a besoin d'une relation franco-allemande intime et de confiance, d'une relation où la vision des 2 pays est exprimée clairement aux yeux de tous et que cette vision commune ne se présente jamais comme dominatrice. Je dis à Strasbourg, ville de naissance de l'Europe contemporaine, siège du Parlement européen qu'il faut défendre et promouvoir au travers du temps. L'Europe, ça ne peut pas être l'oukase des uns et la docilité des autres. L'Europe, ce sont des légitimités égales et également respectées, et c'est ce que j'ai l'intention, comme président de la République française, de porter comme attitude et de défendre devant les autres chefs d'État et de gouvernement européens. Il en va du respect du pluralisme, et comme je respecte et défends le pluralisme politique, j'en profite pour dire devant vous que je respecte et défendrai le pluralisme culturel. Ce qui me permet de dire au passage que j'ai trouvé offensant que le président de la République française trouve bon de présenter comme une atteinte à notre pays la signature de la Charte des langues et cultures régionales et minoritaires. Je veux lui rappeler à Strasbourg, en Alsace, avec l'hirondelle à ma boutonnière. Vous avez le droit d'applaudir, l'hirondelle à la boutonnière, c'est ceux qui aiment la langue alsacienne. Je veux lui rappeler, avec à la boutonnière le symbole des défenseurs de la langue alsacienne, que les langues de France appartiennent à la France comme un trésor national et que, faute de les défendre comme il faudrait qu'elles soient défendues, qu'au moins on les respecte et que donc on choisisse de les transmettre. Donc, pour respecter le pluralisme au sein de l'Europe et l'égale dignité de tous, je défendrai et remettrai en vigueur la méthode communautaire, qui n'est pas autre chose que la méthode du respect réciproque au sein de l'Union européenne. Et je veux ajouter à Strasbourg, siège du Parlement européen, qu'il est urgent et important de rendre, aux yeux des gouvernements nationaux et aux yeux des citoyens eux-mêmes, européens, qu'il est important de renforcer aux yeux des gouvernements nationaux et aux yeux des citoyens européens eux-mêmes l'importance, la légitimité des débats du Parlement européen, dont personne ne parle et dont nous avons besoin pour exprimer et former la volonté commune des peuples européens. Et je demande instamment, et même je supplie, pour qu'il en soit ainsi, que le Parlement européen,
au sein duquel j'ai siégé, au sein duquel siègent de brillants et surtout brillantes députées européennes. J'espère, je demande que le Parlement européen fasse connaître à l'opinion publique son agenda à l'avance, largement, par une information à laquelle tout le monde aura accès, pour que ces débats ne soient pas des débats seulement pour les initiés, mais des débats pour le grand public. Et je vous dis que si les lecteurs et auditeurs savent à l'avance ce que le Parlement européen va débattre, ce dont il va décider, ce qu'il va voter, alors vous verrez que leur pression fera que les médias, enfin, s'intéresseront à ce qui se passe dans l'hémicycle de Strasbourg et dans les commissions à Bruxelles. Et enfin, le Parlement européen sortira de l'anonymat qui est encore plus nuisible lorsqu'on est censé représenter les peuples que lorsqu'on est simplement gouvernant. Les parlementaires européens travaillent beaucoup, avec beaucoup de compétences, avec beaucoup d'engagement, mais les citoyens, même les citoyens avertis, ne savent rien de leurs travaux. Il faut que cela change. Voilà ce que je suis venu vous dire. Nous aimons l'Europe, mais nous n'aimons pas ce qu'elle est devenue et là où elle s'est égarée dans ces labyrinthes avec des dirigeants faibles et anonymes et qui ont été choisis pour cela. Nous l'aimons, l'Europe, pour ce qu'elle deviendra ou redeviendra, ce qu'elle doit devenir pour être à la hauteur de sa mission historique. Je vais dire qu'il est une chose qui est un pilier de cette mission historique sur laquelle je m'exprimerai assez vite et que nous ne pourrons remplir que tous ensemble. Il est temps que nous bâtissions une politique commune de la défense en Europe, que nous fassions en sorte que nous soyons capables de nous défendre ensemble, de préparer les grands enjeux de cette défense. Vous le savez bien, ça nous permettra d'avoir accès à des réflexions stratégiques et à des équipements qui, pour l'instant, au sein de l'OTAN, tiens, je dis au passage, quel est le bilan de l'intégration de la France dans l'OTAN qu'on nous a imposé? Je ferme la parenthèse. Nous avons besoin d'une politique commune de la défense européenne et j'en serai le promoteur lorsque je serai élu président de la République française. Derrière ce projet européen, il y a un modèle de société. Et ce modèle de société, c'est un modèle profondément marqué par la crise, qui va nous permettre de tourner la page sur des conduites qui n'ont pas été les nôtres et pas non plus les plus justes. Je suis persuadé que ce qui est en gestation, c'est qu'on laisse derrière nous la société de l'éphémère, de la consommation à tout prix et au moindre prix, la société du low cost. On a besoin d'une société du durable et d'une société des valeurs. On a besoin d'une société pour la jeunesse, ce qui me permet à Strasbourg de rendre hommage à ceux qui ont inventé Erasmus et Erasmus Mundus, Marielle de Sarnez qui est au premier rang, qui ont fait une réalité de l'Europe de la jeunesse et de l'Europe des étudiants. Il est enfin une chose que nous ne pourrons faire qu'ensemble, c'est préparer l'action efficace d'aide au développement des pays les plus pauvres de la planète, qu'il est impossible d'assumer dans un État solitaire, qui va imposer un changement de règles, un changement de conception du commerce international. Ceci doit être une grande tâche européenne et qui doit être placée au premier plan des préoccupations de l'ensemble politique que nous construisons ensemble, ensemble politique intégré pour assumer les tâches essentielles. Mes chers amis, chaque fois que nous regardons le paysage, les défis qui nous entourent en ce début d'année 2012, devant la dette, devant les déficits, devant le chômage, devant l'appauvrissement du pays, devant les fins de mois de plus en plus difficiles, devant le désarroi des plus jeunes et de leurs familles, chaque fois, nous nous disons « le temps est venu ». Eh bien, le temps est venu pour l'Europe aussi, d'une volonté nouvelle, d'une volonté
qui n'abandonne rien des idéaux qui nous ont fondés et qui nous ont permis de devenir ce que nous sommes, d'un réalisme volontaire. Le temps de la refondation de l'Europe est venu. La première fois que j'ai entendu Pierre Pflimlin parler en public, il a fini son propos par une formule qui était tellement émouvante que lorsqu'il a cessé de parler, toute la tribune pleurait. Et il a fini son propos par cette formule qui était celle-ci, et j'entends encore sa voix dans mon oreille. Il disait « Et que l'Europe redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, je veux dire la lumière du monde. » L'Europe, lumière du monde, par un grand Européen, par un grand homme de l'Est, par un grand Strasbourgeois, l'Europe, lumière retrouvée d'un monde qui en manque tant. Eh bien, cette formule que j'ai été heureux de rendre à la vie devant vous, dans cette salle qu'il a voulu, cette Europe-là, cette formule, je voudrais, en finissant, la dédier. Et la dédier à une petite Européenne qui vient de naître à Strasbourg, qui est dans cette salle que tout à l'heure on a entendue, qui est de papa allemand et de maman française et béarnaise, et un peu girondine. Et contre les Jacobins, nous sommes tous des Girondins. Elle s'appelle Cosima, et je voudrais qu'un jour, elle puisse lire dans les livres de notre histoire européenne qu'un jour, en 2012, les peuples européens ont décidé de retrouver leur foi et leur élan, et que c'est à Strasbourg, où elle venait de voir le jour, que tout cela a commencé. Je vous remercie.